Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je dois d'abord vous présenter les excuses de Christian Buchet qui, pour des contraintes personnelles, n'a pas pu être là. Et puis, vous rappeler en deux mots pourquoi nous sommes là. Il y a un an a été créée la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche, de l'aquaculture en cohérence avec l'existence d'un ministère de la mer ou d'un secrétariat d'État rattaché au Premier ministre. Éric va sûrement nous le dire, l'éclatement intérieur des affaires maritimes d'un côté, de la pêche et de l'aquaculture d'un autre, des ports dans un troisième, avait conduit à un certain affaiblissement de l'administration maritime, à un manque de visibilité ou à des incohérences entre les politiques. Or, l'administration maritime, c'est l'économie, la formation, la flotte de commerce, les pêches maritimes, l'aquaculture et les produits de la mer, la plaisance et le nautisme, la sécurité maritime et la sûreté des navires, la surveillance, le contrôle et le sauvetage en mer, la police portuaire et aussi la planification des espaces maritimes et littoraux, la transition écologique des navires, les négociations internationales sur l'océan. Autant de sujets sur lesquels on ne peut pas se contenter d'être en réaction à l'événement, mais pour lesquels il faut être dans l'anticipation, la cohérence et l'action dans une grande proximité avec la réalité quotidienne. Avant de laisser Éric nous présenter les grands enjeux de sa direction générale, laissez-moi, selon la tradition de nos mardis de la mer, vous rappeler son parcours. Cher Éric, diplômé de l'Institut d'études politiques à Bordeaux, tu es licencié en langue, littérature et civilisation chinoise. Tu as un master en droit des affaires internationales et européen de l'université de Warwick au Royaume-Uni, et puis tu deviens administrateur des affaires maritimes. Après ton tour du monde à bord de la Jeanne d'Arc, tu acquiers une très riche expérience par une grande variété de postes de terrain, en administration centrale, en cabinet ministériel, dans le privé. Sur le terrain, tu es en poste dans le Nord-Pas-de-Calais, à La Réunion, ou directeur interrégional de la mer du Sud-Atlantique. En administration centrale, tu es chef du bureau de contrôle des activités maritimes à la direction des affaires maritimes. Tu es co-rapporteur du groupe de réflexion qui rédige le rapport Poséidon, premier rapport de politique maritime et portuaire de la France. Tu es conseiller pour l'économie maritime et portuaire et directeur du projet Comité France Maritime au secrétariat général de la mer, ou encore directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. Tu es conseiller au cabinet du ministre de l'Énergie, de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et de la mer. Dans le privé, tu es délégué général d'Armateurs de France. Je ne sais pas dans quel cas le mettre, ONG, organisme scientifique. Tu es président de la plateforme Océan et Climat. Et puis depuis presque un an, tu es directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Ces multiples expériences renforcent ses qualités d'homme d'action, de réflexion, de conviction, de négociation et de dialogue au service d'activités maritimes économiquement, socialement et environnementalement durables. Tu allies compétences techniques et qualités humaines. Tu es un grand serviteur de l'État et un ardent défenseur des activités marines, des gens de mer et de l'environnement marin. Merci d'être ce soir parmi nous pour nous parler des enjeux de ta grande direction générale. Merci Éric d'être là. Alors, merci Eudes pour cette introduction. Alors, il est difficile de répondre donc, à une si belle introduction. Merci à tous et désolé pour ce léger retard. Donc, nous étions avec le ministre sur la séquence pêche produits de la mer, donc au Salon de l'Agriculture, donc qui était un peu la grande journée dédiée aux maritimes sur le Salon de l'Agriculture cette semaine. Et ça tombe finalement effectivement très bien. Alors, c'est pas tout à fait un hasard puisque nous avions calé cette date en conséquence, mais dans quelques jours, nous fêterons l'anniversaire, les 1 an de cette belle direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture que nous avons créée il y a maintenant quelques mois, et surtout que nous avons préfiguré depuis à peu près 2 ans avec l'ensemble des agents et l'ensemble des services de l'administration maritime, à la fois à Paris, mais aussi sur le terrain.
Alors peut-être pour commencer, vous dire que l'administration maritime a une très vieille histoire. Alors beaucoup dans cette salle la connaissent, donc je ne vais pas totalement donc la retracer, mais l'administration maritime, vous le savez, donc, on le dit régulièrement, donc remonte à Colbert, elle remonte donc à finalement un passé assez militaire, puisqu'il s'agissait de trouver des marins donc, pour ensuite gréer les navires dans la marine royale. Mais au-delà de cette ancienneté, au-delà de ces 3 siècles d'histoire, au-delà de cette dimension connaissance du terrain, puisqu'il s'agissait donc de connaître les marins pour mieux les identifier et les enrôler, pour des durées parfois d'ailleurs assez longues, il y a donc un lien très fort entre l'administration de la mer et les gens de mer. Et c'est ce lien qui, depuis très longtemps, nous amène, donc, et je pense que Eudes en est un des témoins, à travailler de façon donc, très concrète, très étroite et très approfondie entre les différents milieux maritimes, que ce soit celui de la pêche où j'étais aujourd'hui, celui du commerce, celui du portuaire, et évidemment donc celui donc, de la recherche, de l'océanographie donc, et de tous ceux qui, donc, à un moment donné, s'intéressent à la mer. Toutes ces communautés maritimes sont fortement liées et depuis longtemps. Alors l'administration, elle, a connu un destin un peu différent. C'est que à partir des années 80, donc fin des années 80, début des années 90, donc l'administration maritime, qui, on s'en souvient donc un peu plus difficilement aujourd'hui, était assez largement donc unifiée. Donc c'est petit à petit donc démembré. Et ça, donc ça représentait une évolution qui était liée aussi, d'abord donc à la disparition du ministère de la Mer, donc l'élément politique est important. Et puis ensuite à la montée d'un certain nombre de problématiques, je pense notamment à l'environnement, qui ont fait qu'un certain nombre de sujets sont petit à petit partis. Les chantiers navals sont partis à l'industrie, donc le ministère de l'Environnement a pris aussi son ampleur, donc le transport maritime est parti au transport, ce qui n'était pas illogique non plus. Et au fond, donc on s'est retrouvé avec une administration maritime qui petit à petit s'est recentrée sur un nombre de missions assez limitées, qu'on appelle souvent d'ailleurs les missions historiques. Et quand je suis rentré dans les années 2001-2002 donc, dans l'administration maritime, au fond, on avait 2 directions donc identitaires donc, qui étaient donc, uniquement dédiées à la mer, puisqu'il y a d'autres directions qui sont développées avec des compétences maritimes. Mais les 2 directions entièrement dédiées donc, aux maritimes, c'était d'une part la direction des affaires maritimes et d'autre part la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, tous 2 rattachés donc, au gré d'ailleurs donc, des attributions ministérielles à des ministères différents, puisque la direction des pêches était plutôt au ministère de l'Agriculture donc, au cours des 20 dernières années, et la direction des affaires maritimes plutôt au ministère de l'Équipement, devenu donc, un ministère de l'Écologie. Alors, ce paysage administratif, au fond, ne correspondait pas à la réalité de nos missions, ni à la réalité du terrain. Puisque quand vous regardez donc, l'évolution de nos missions, vous voyez bien que notre population, elle a pris de l'ampleur. Les liens dont je vous ai parlé entre les différentes communautés maritimes étaient toujours là, voire même se sont fortifiés avec le temps. Et au fond, donc, on avait une administration donc, un peu éclatée, donc, mais donc, une communauté maritime qui, donc, ces 20 dernières années, n'a cessé de se structurer. Et donc, quand on regarde cette histoire, donc, on voit bien que le sens de cette histoire était que l'administration accompagne ce renforcement et cette consolidation du fait maritime en France. Et là-dessus, il y a eu des événements en effet importants. Alors, j'ai contribué à un petit nombre d'entre eux. Donc, le rapport Poséidon de la Cité, qui a été le premier rapport sur une politique maritime intégrée donc, en France, et qui lui-même d'ailleurs a été né d'une impulsion européenne, puisque c'était l'Europe qui à ce moment-là s'était intéressée à la politique maritime intégrée, donc, comme on l'appelait. Et dans la foulée, donc, quelques années plus tard, j'ai eu le bonheur de lancer, de contribuer au lancement donc, de cette magnifique plateforme qui a été le Grenelle de la mer, où pour la première fois on réunissait l'ensemble des acteurs à la fois professionnels, donc ONG, donc syndicaux, sur cette problématique maritime. Et le Grenelle a été un effet de catalyseur très important, puisque vraiment pour la première fois, des gens qui ne se rencontraient pas donc, ont été amenés à se rencontrer, et on a fait le lien entre toutes les problématiques maritimes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé aussi à poser la question de la gouvernance. Et on l'a posée d'ailleurs, et c'est intéressant, on l'a posée d'abord donc, par les services déconcentrés, puisque c'est à ce moment-là qu'on réforme donc, les services déconcentrés et qu'on met en place donc,
une nouvelle administration de la mer sur évidemment les fondations des anciens services des affaires maritimes, mais avec une volonté de créer des directions de la mer, donc, qui étaient donc des directions d'intégration, donc qui devaient porter donc la planification maritime et donc la politique maritime intégrée, donc avec l'ensemble des sujets donc qui montaient à travers donc ce Grenelle. On a commencé par les services déconcentrés et on a voulu faire dès cette époque-là donc l'administration centrale, et finalement on n'a pas réussi à le faire parce qu'il y avait encore une fois des ministères avec des logiques différentes, donc, et cette intégration ne s'est pas faite à ce moment-là, mais elle a continué donc à progresser, et petit à petit donc il y a aussi des liens qui se sont recréés donc, entre les directions en administration centrale, et la logique d'intégration des services déconcentrés a aussi fait son œuvre. Et puis il y a eu quand même deux événements majeurs. Donc, le premier, c'est donc la structuration du maritime à travers le cluster. Je rends hommage ici au fait que dans ce processus de renforcement de l'administration maritime, certes, il y a une volonté donc, politique, une volonté de l'État, mais il y a aussi une volonté du secteur privé. C'est-à-dire qu'il était difficile de ne pas avoir une administration intégrée dès lors qu'on avait une intégration de plus en plus forte du milieu professionnel. Et à la fois donc, Francis Vallat, donc, qui je sais nous écoute en ligne, donc, mais également Eudes ou Frédéric Moncagny aujourd'hui, sont des gens donc, qui, à travers l'intégration de l'ensemble des acteurs, maritime donc, et divers, donc on le reverra, et ont contribué aussi à imposer donc la montée du fait maritime dans ce pays et en faire, donc, et vous verrez que je reprendrai cette expression donc, à plusieurs reprises, une évidence. Et c'est parce que donc, justement donc le privé a aussi porté donc, ce sujet-là que le politique s'en est aussi donc, à nouveau ressaisi. Et le deuxième élément donc, vraiment fondateur, c'est la recréation du ministère de la mer. Parce qu'à partir du moment où, et donc là, donc, il faut donc attendre 2019-2020, donc, où le président de la République décide de recréer un ministère de la mer de plein exercice, donc il confie à Annick Girardin et, comme vous le savez, à Hervé Berville aujourd'hui. Entre-temps, on a une Justine Bénin. Donc, vous avez donc, cette volonté politique qui, tout à coup, s'incarne à travers un ministère plein et qui permet d'accompagner aussi cette structuration du secteur et cette montée des enjeux donc, à travers donc, le portage donc, d'une politique. Et c'est parce que quand vous avez donc ce portage politique, vous avez donc nécessairement derrière besoin aussi d'une administration pour aider à la concevoir, donc à concevoir cette politique et à la mettre en œuvre. Et donc cet événement-là, ou plutôt ces deux événements, à la fois donc structuration de la filière et portage politique, donc, ont permis de remettre donc, sur la table donc, le projet de création de direction générale de la mer, puisque c'était le nom initial qu'on lui avait donné, donc, qui était certainement plus simple que le nom DG AMPA donc, que vous voyez aujourd'hui. Mais en tout cas, donc, cette conjonction a amené Annick Girardin assez tôt donc, à reposer, donc, en tout cas, cette capacité à travailler ensemble. Et nous l'avons fait avec mon collègue Thierry Coquille assez tôt, donc moi, directeur des pêches à ce moment-là, donc Thierry Coquille, directeur des affaires maritimes. Et donc, on nous a confié quelques mois plus tard donc, la préfiguration d'un projet de direction générale dont la ministre avait obtenu le principe auprès du président de la République lui-même. Et vous vous souvenez que le président de la République s'était engagé donc, à la fois donc, sur les sujets maritimes donc, lors des assises de l'économie de la mer, mais aussi donc, sur la consolidation de l'administration maritime et le renforcement de la gouvernance des sujets maritimes. Donc voilà un petit peu comment ce sujet-là est revenu. Mais ce sujet est revenu parce que donc, on a été plusieurs, et j'en vois quelques-uns autour dans cette salle et autour de nous, donc, on a été plusieurs à y croire et à y croire vraiment profondément. C'était vraiment un sujet à la fois de conviction, de passion donc, et d'engagement pour donc, un grand nombre d'entre nous et depuis longtemps. Alors, quand je regarde donc le travail qui a été fait pendant la préfiguration, je veux quand même dire que cette création de direction générale, qui pourtant donc, avait attendu un certain nombre d'années, donc, était pour nous tous une évidence. Alors, ce mot-là est important, une évidence, parce que, au fond, quand vous étiez au quotidien sur nos sujets, et en tant que directeur des pêches, je peux en témoigner, donc, en réalité, l'essentiel des sujets était commun à la direction des affaires maritimes et la direction des pêches, et finalement aussi lié à nos services déconcentrés. Nos enjeux étaient communs, donc, nos systèmes, donc, notamment les systèmes d'information, donc, étaient partagés, nos services déconcentrés étaient les mêmes, et vous voyez bien que l'intégration, elle se faisait de fait, elle pouvait fonctionner parfois donc, plus ou moins bien selon les sujets, mais en tout cas, donc, vous ne pouviez pas avancer sur le terrain sans avoir donc, une intégration des sujets. Quand je me déplaçais pour aller voir les professionnels de la pêche en tant que directeur des pêches, donc on
parler pendant un quart d'heure, donc 20 minutes, donc des sujets gestion de la ressource halieutique, c'était très bien. Mais ensuite, donc, pendant 1 heure, donc, j'avais le droit donc, au sujet de formation, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, j'avais le droit donc, au sujet de médecine du travail, de sécurité des navires, de police en mer, donc, voilà, et tous les sujets qui finalement donc, étaient soit ceux des services déconcentrés, soit ceux de la direction des affaires maritimes. Donc, on se retrouvait finalement souvent donc, avec mon collègue donc, Thierry Coquille un peu à contre-pied, puisque donc, l'un devant parler des sujets de l'autre, donc, et finalement donc, pour aussi la bonne efficacité de nos politiques sur le terrain. Donc il était vraiment indispensable donc, qu'en tout cas ce rapprochement puisse se consacrer, plus s'incarner dans une nouvelle structure qui serait à la fois une structure porteuse de politique, mais aussi une structure capable de transversaliser, d'intégrer donc l'ensemble des sujets. Alors cette direction générale, on l'a vraiment imaginée comme autre chose qu'une fusion. C'est-à-dire que la fusion, comme je le disais, donc elle était assez facile à faire. Mais alors il y avait certes des sujets donc, de personnel, donc, parce qu'on n'était pas dans le même ministère, les agents n'avaient pas forcément donc, le même statut, mais bon, ça ce sont des choses qu'on sait faire. Le sujet, c'était vraiment de donner du sens à ce projet, d'essayer aussi de le construire en liant les sujets les uns par rapport aux autres et en essayant, donc, encore une fois, de transversaliser autant qu'on pouvait donc des sujets qui étaient traités donc, souvent donc, de façon différente ou de façon peu coordonnée. Alors je vais citer un exemple assez simple, donc le contrôle des pêches. Le contrôle des pêches, donc, moi en tant que directeur des pêches, donc, responsable du contrôle, j'étais le donneur d'ordre, je définissais la politique de contrôle. Et vous savez que cette politique de contrôle est importante parce qu'on en rend compte donc, auprès de la Commission européenne et que si on ne remplit pas nos obligations de contrôle, donc, on se retrouve souvent donc, en situation de manquement, ce qui peut conduire donc, à des condamnations de la France. Mais donneur d'ordre, je n'avais aucun moyen de contrôle. En réalité, donc, dès que je définissais des objectifs de politique publique, j'étais obligé de m'adresser donc, aux administrations qui disposaient de moyens, dont la direction des affaires maritimes, qui est la première administration en charge donc, de la police des pêches, donc concrètement sur le terrain. Donc là, donc, moi je suis certes celui qui définit la politique, mais en même temps j'ai besoin d'avoir une main aussi sur le dispositif lui-même, sur les moyens de contrôle et sur la capacité à faire si je veux être efficace. Et donc là aussi dans cette direction générale, vous voyez bien qu'il fallait faire le lien entre donc, celui qui donne l'ordre et celui qui fait. Et ce lien, donc, il devait se construire de façon donc, naturelle, simple et donc, efficace. Alors une fois que j'ai dit tout ça, évidemment derrière il y a aussi des questions de périmètre. Alors, je ne serai pas long sur cette question-là parce que je suis sûr qu'il y aura des questions. Certains me diront, mais donc, est-ce qu'il peut y avoir une direction générale administration maritime unifiée et un secrétaire général de la mer? La réponse est oui, et je le dis tout de suite, donc, parce que le secrétaire général de la mer, c'est une structure interministérielle, c'est une structure qui fait le lien donc, entre les différents ministères, qui assure le secrétariat donc, du comité interministériel du CIMER, et donc qui a sa pleine légitimité, et ce n'est pas une administration d'attribution, c'est une administration de mission. Donc vous avez donc, et d'ailleurs donc, je ne vous ai pas donné les chiffres, mais aujourd'hui avec la direction générale unifiée, donc, vous avez 300 agents en centrale, vous avez 2700 agents répartis dans les services déconcentrés. Donc on est là donc, pour porter des politiques donc, de bout en bout. Donc, nous faisons de la coordination, ça nous arrive, mais nous faisons aussi donc, du terrain et de l'opérationnel, et donc nous mettons en œuvre donc, les politiques publiques. Donc il y a la place pour un secrétaire général de la mer, de la même façon qu'il y aura toujours donc, de l'interministériel, et vous avez donc, d'autres politiques qui sont portées par d'autres ministères. Donc moi je suis actuellement sur les questions de patrimoine, sur les questions de culture, donc, sur les questions d'enseignement et de formation. Donc évidemment on internalise un certain nombre de choses, mais on n'a pas vocation à tout faire à la place des autres. Donc on a besoin donc, du concours aussi des ministères sectoriels donc, sur les politiques qu'ils portent. Donc il y aura toujours de la place donc, pour de l'interministériel, et c'est comme ça donc, que cela marche. Et quand je vais voir d'ailleurs mon collègue le directeur général du patrimoine, en réalité donc, il est très content que je vienne le voir pour lui parler de sujets maritimes, parce que lui-même n'a pas la ressource en propre, n'a pas forcément la connaissance, n'a pas forcément l'expertise pour les porter. Donc il peut m'apporter la connaissance générale donc, et l'expertise sur le patrimoine de façon globale, mais la connaissance du sujet maritime, il ne l'a pas. Donc moi, je lui apporte la connaissance du sujet maritime, je lui apporte aussi le portage politique des sujets maritimes à travers le ministère de la mer, donc, et lui m'apporte donc l'expertise du patrimoine dont j'ai besoin. Et donc c'est ça, donc l'interministériel, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui intègre, donc, qui assure la coordination sur les sujets maritimes, mais qui n'a pas vocation, encore une fois, à tout faire lui-même en interne. Voilà, donc les questions de périmètre, donc c'est important, mais je dirais qu'au-delà des questions de périmètre, c'est vraiment les questions d'incarnation et de savoir où on est attendu et où on doit donc, mettre l'essentiel de nos moyens et de nos ressources.
J'en termine ici pour le tableau un peu général, et puis je vais reprendre donc, un peu les différents sujets sur lesquels on a construit donc, cette direction et sur lesquels on souhaite ensuite donc, travailler avec l'ensemble des acteurs. Alors cette direction, on a essayé de la penser comme étant une direction plus stratégique, donc plus tournée vers l'avenir, donc davantage aussi tournée donc, vers donc, la réponse aux besoins, donc, la réponse aux besoins de l'usager, la réponse aux besoins des acteurs professionnels, la réponse aux besoins de la société civile, des ONG. Je dis ça parce que les deux directions séparées, aussi donc parce que l'une était rattachée à une autre direction générale, qui était la direction générale de transport, la direction des pêches était intégrée au sein du ministère de l'Agriculture, avait eu tendance à devenir donc, au fil du temps des administrations plus de gestion que des administrations stratégiques ou des administrations de prospective. Et donc l'enjeu, c'était aussi de se repositionner sur le moyen et long terme, de moins être dans la gestion et plus être dans la prospective, dans la connaissance, dans l'accumulation de données donc, et dans la planification. Donc ça, c'était vraiment un enjeu majeur pour nous. Ensuite, donc, c'était une administration qu'on souhaitait ancrer dans le terrain, ancrée dans les territoires. Et ça, c'est une grande force de cette administration centrale, c'est qu'on est à la manœuvre donc, et en gestion sur un réseau de services et concentrés, je l'ai dit, donc 2700 agents répartis sur le littoral, dans l'Hexagone et Outre-mer. Et donc ça nous donne une force de frappe donc, assez forte, et il y a une porosité très importante, et qu'en tout cas moi j'ai beaucoup à cœur de développer entre les services concentrés et l'administration centrale. Donc on a des gens en administration centrale qui vont ensuite donc, sur le terrain, et des gens sur le terrain qui viennent à Paris. Et ça, par rapport à mes collègues donc, dans d'autres, donc la direction générale donc, d'ailleurs de ce ministère qui est le grand pôle ministériel, donc écologie, équipement, mais aussi des autres ministères, ça c'est une particularité et une force donc, vraiment pour notre administration de pouvoir faire ce lien et avoir donc, tout de suite aussi donc, l'appui de nos services déconcentrés. Et enfin, donc, l'autre aspect qui est important, c'est qu'on a essayé donc, de se positionner là où les acteurs nous indiquaient qu'il y avait des manques, qu'il y avait un besoin ou qu'il y avait donc, des sujets qui étaient en train de monter. Je pense par exemple donc, à la recherche, à l'innovation, donc, et qui étaient mal accompagnés ou mal structurés. Et donc on a essayé de se positionner aussi donc, sur des nouveaux secteurs, des nouveaux segments. Donc, quand on parle tout à l'heure de questions de périmètre, on parle souvent de d'autres secteurs ou d'autres périmètres existants. Donc, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est d'être là aussi donc, où on nous attendait. J'insiste là-dessus. Donc, et là où finalement l'administration n'était pas suffisamment aujourd'hui. Alors, je vais reprendre un peu ces thèmes. D'abord, le premier, le plus évident, c'est donc la planification et la politique maritime. Là, je reprends cette idée qu'on devait être une administration plus stratégique, au bénéfice d'un ministère de la mer qui porte une politique, justement, une politique intégrée, une politique stratégique. Et au fond, d'ailleurs, donc, la ministre de la mer, lorsqu'elle a présenté le projet au tout début, a dit « mais je crée une direction générale » qui sera la direction générale de la politique maritime. Elle n'a pas forcément dit donc des GMR, elle n'a pas forcément dit des GEOMPA non plus, mais la direction générale de la politique maritime. Parce qu'on avait un ministère de la mer qui définit une politique de la mer, donc, on avait besoin d'une direction générale qui la met en œuvre. Et vous le savez, Annick Girardin venait de la direction générale des Outre-mer, et elle avait un peu cette idée-là qui est, donc, vous voyez, aux Outre-mer, donc on a une politique finalement des Outre-mer, qui est aussi très intégré d'ailleurs, et un outil d'administration publique qui est à sa disposition pour la mettre en œuvre, pour la concevoir, pour l'accompagner, et donc c'est bien cette direction générale. Donc là, cette direction générale de la politique de la mer, donc cette direction générale de la planification maritime, on l'a donc construit comme étant donc, vraiment donc, une direction générale d'intégration, et c'est dans l'organisation, vous le verrez, donc c'est la grande nouveauté au fond de notre structuration. Vous avez un service pêche maritime et aquaculture, vous avez un service flotte et marin, mais vous avez un service espace maritime et littoraux qui est vraiment le service qui intègre donc, l'ensemble de ces activités, l'ensemble aussi des dimensions nouvelles, et qui propose une planification. La planification, c'est à la fois une planification stratégique, c'est aussi une planification opérationnelle. Elle passe par plusieurs exercices. Donc le premier, qui est finalement l'exercice d'ensemble, l'exercice d'ensemblier, c'est la stratégie nationale mer et littoral. Alors vous me direz, est-ce qu'on a besoin d'une stratégie nationale mer et littoral ? Oui. Et si je vous dis ça, c'est parce que souvent on me dit, mais au fond, donc on a plein de stratégies sectorielles. Moi-même, j'en porte donc d'ailleurs à l'échelle de la direction générale un certain nombre, sur le transport maritime, sur la pêche. Tout à l'heure, on était sur l'aquaculture, donc avec les deux ministres Marc Fesneau et Hervé Berville. Voilà, on a un certain nombre de stratégies sectorielles. Sauf que l'ensemble de ces stratégies sectorielles, donc, et vous le voyez bien, donc, si on oublie l'intégration, le lien entre ces politiques, on n'y arrive pas
et on se retrouve très vite face à des murs. Parce que l'espace maritime, comme l'espace littoral, sont des espaces donc, occupés, saturés, donc, pour un certain nombre d'ailleurs de ces régions ou de ces zones, et dans lesquelles donc, ces activités sont de plus en plus en concurrence, sont de plus en plus amenées à interagir les unes avec les autres, et sur lesquelles vous ne pouvez pas simplement vous dire on va faire, comme on l'avait fait il y a 10 ans, une planification par exemple de l'aquaculture, sans regarder comment l'aquaculture s'intègre ou interagit avec l'ensemble des autres enjeux. De la même façon, l'environnement doit être pensé dans une stratégie globale. Vous ne pouvez pas concevoir une politique environnementale si vous ne la mettez pas en lien avec l'ensemble des autres activités. Et donc la planification, c'est ça, c'est faire le lien et trouver de l'espace pour tous. C'est donc un enjeu très spatial. Donc actuellement, on a 2 gros sujets qui sont au cœur de la stratégie nationale, mais je dirais il y en a plein d'autres, mais il y en a 2 qui sont mis en exergue par le gouvernement. Le premier, c'est la capacité à trouver les espaces pour les énergies marines renouvelables de demain. Vous savez, le président de la République a annoncé 40 gigawatts, 5 en parc sur la période des 20 prochaines années. Donc on est là à 2040. C'est énorme évidemment par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est énorme par rapport à notre espace hexagonal, et ça suppose de travailler sur une carte qui soit pleinement intégrée, où vous mettez toutes les activités existantes, où vous mettez aussi des activités nouvelles. Je pense, par exemple, on parle d'aquaculture, je pense à l'agriculture. Si demain je veux développer l'agriculture, je la mets où dans cet espace? Et ça suppose aussi de tenir compte des espaces protégés, de là où vous voulez, justement limiter l'activité, limiter certaines activités ou toute l'activité. Et donc les 2 gros enjeux, aujourd'hui, c'est effectivement la montée en puissance des EMR, des énergies marines renouvelables, et la montée en puissance des zones de protection dites fortes, puisque le président de la République, là aussi, a pris un engagement sur les 30% de zones de protection et les 10% de zones de protection fortes. 10% de zones de protection fortes, c'est là aussi des zones où normalement il y a très peu ou pas d'activité, assez peu de choses, et tout ça sur un espace, encore une fois, qui est très contraint, puisque vous apercevez que l'essentiel, à peu près 2/3 des activités sont aujourd'hui sur l'espace 06000, et si on va jusqu'au 12 000, c'est-à-dire jusqu'à la mer territoriale, on a 80% à peu près de l'activité qui est concentrée dans l'approche bande côtière. Évidemment, si vous allez au-delà des 12 000, vous retrouvez beaucoup plus de capacité à faire, beaucoup plus de liberté, mais vous voyez bien que la pression, elle est sur la bande côtière. Donc c'est cet enjeu-là d'organiser la cohabitation, d'organiser le lien entre les activités que doit promouvoir la planification, et c'est ce qu'on s'emploie à faire avec l'ensemble des collectivités, avec l'ensemble des acteurs, pour proposer demain une carte de l'espace qui nous permette d'avoir à la fois nos activités nouvelles, nos activités historiques, de l'espace protégé, et aussi de l'espace qui soit un espace pour les sports, les loisirs nautiques, et pour les autres enjeux qui évidemment sont aussi présents. Donc ça, c'est un très gros travail, et ce très gros travail, c'est pas simplement un travail de concertation, c'est aussi un travail de connaissance et d'accumulation de données. Des données, on en a beaucoup. Le grand mérite de la planification telle qu'on l'a pensée, c'est justement de nous obliger à trouver de la donnée. Mais là où on n'est souvent pas bon, c'est qu'on ne met pas forcément en lien les différentes données que l'on a. Donc il faut pouvoir les mettre ensemble. Tout à l'heure, on a inauguré un géoportail justement sur l'aquaculture et la planification au sens plus large, qui est géré par le CEREMA et qui s'appelle Géolittoral, que je vous invite d'ailleurs à consulter, et dans lequel on intègre progressivement l'ensemble des contraintes pesant sur l'espace, en l'occurrence l'espace côtier, la mer territoriale pour l'instant, et qui nous permet de visualiser, et c'est ouvert au grand public, toutes ces contraintes, toutes ces activités, et puis tous ces enjeux aussi de protection et de protection de la biodiversité, qui doivent être pris en compte et qui sont à coordonner. Et d'ailleurs, on me dit souvent, finalement l'espace maritime est très vaste, mais quand je regarde notamment sur la programmation, la planification des espaces en vue des énergies marines renouvelables, finalement ce qui vous reste en espace utile, une fois que vous avez pris en compte les espaces à protéger, les espaces pour la pêche, les espaces pour l'aquaculture, donc les espaces pour le portuaire et le transport maritime,
les espaces qui sont aussi donc peu ou technologiquement ou pour des raisons aussi de géomorphologie des sols donc peu propices. Donc eh bien il vous en reste finalement très peu. Et je crois que ça, c'est vraiment pour nous donc l'enjeu majeur, c'est d'arriver à identifier ces zones, donc ces zones propices, qui demain, donc en tout cas, seront au cœur de nos activités et au cœur de notre capacité à construire la politique maritime. Alors, si je devais résumer au fond donc, le cœur de ce projet de planification, c'est arriver à organiser donc, le développement durable des activités maritimes et littorales, donc, à travers donc, une planification intégrée et en associant le maximum d'acteurs au cours de la consultation. Non pas que ce ne soit pas quelque chose qui soit déjà donc, engagé, mais là encore, donc, le processus d'intégration, il suppose que les acteurs ne soient pas simplement nos acteurs traditionnels. Donc on va donc, voir les portuaires, on va voir le transport maritime, on va voir donc, les acteurs syndicaux, mais que ce soit donc, et c'était l'objet d'ailleurs de la création du Conseil national de la mer et du littoral qui a été réinstallé donc en décembre, qu'on les réunisse ensemble et qu'on soit capable de les faire interagir et de les faire donc, vivre ensemble. Et ça, c'était vraiment l'esprit initial du Grenelle que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais c'est vraiment pour nous donc, la capacité justement à faire en sorte que cette carte compliquée dont je vous parle puisse s'écrire et puisse se concrétiser parce qu'on aura donc initié ce dialogue et réussi donc, à faire parler donc, ces différentes communautés ensemble. Le deuxième grand enjeu donc, auquel on est confronté, c'est, et c'est un peu ce que je vous dis tout à l'heure sur être là où on nous attend, c'est l'innovation maritime. L'innovation maritime, finalement, c'est un enjeu qui était suivi par différentes administrations et pas vraiment bien suivi, et sur lequel on s'est aperçu qu'on avait d'abord donc, un besoin énorme, donc, une appétence très forte, et donc une attente donc, là aussi forte des acteurs. Donc l'innovation, on l'a traduit de façon donc, très concrète par donc, le travail que nous avons initié sur la décarbonation des navires. La décarbonation des navires, c'est donc organiser, vous savez qu'on a un objectif de neutralité carbone, c'est organiser donc toute flotte confondue, donc la passation, donc la transformation de nos navires donc vers donc un objectif de neutralité carbone, donc là aussi donc à l'échéance 2040, 2050. Donc l'Europe dit 2040, l'Organisation maritime internationale dit 2050. Pour ça, donc on avait, et c'est la grande force de la direction générale, besoin d'intégrer tous les types de flottes. Que chacun avait un peu sa politique sectorielle. Donc vous aviez donc, le nautisme, la plaisance, vous aviez la pêche, donc, vous aviez donc, un petit bout d'aquaculture, conquiculture, vous aviez donc, également donc, le commerce, et au fond, donc, pour des raisons d'ailleurs donc, assez légitimes, chacun pensait qu'il avait à lui tout seul sa solution. Mais quand je regarde aujourd'hui donc, ce qu'on a pu faire depuis quelques mois, donc, on a réuni l'ensemble des acteurs, on a construit une feuille de route, donc, on a lancé des rencontres qui sont les jeudis d'innovation maritime qui marchent très très bien, où on réunit l'ensemble des écosystèmes, donc, notamment technologiques, à la fois donc, les architectes navals, à la fois donc, les concepteurs, à la fois aussi donc, les armateurs et donc, ceux qui interviennent sur la fin de vie des navires. On s'aperçoit que les briques technologiques aujourd'hui sont très transversales et sont communes à l'ensemble des flottes, et qu'on a une vraie capacité à fédérer les acteurs autour de ces briques technologiques. Ce matin, on était sur une partie pêche, donc, sur la décarbonation. Donc, on a fait venir à la fois des gens qui étaient capables de nous parler d'hydrogène, des gens qui étaient capables de nous parler d'hybridation, qui étaient capables aussi de nous parler de propulsion vélique, c'est-à-dire l'utilisation du vent, qui est une technologie donc, qu'on développe beaucoup en France et sur laquelle on finance beaucoup de start-up. Et la conjonction de ces acteurs donc, montre qu'aujourd'hui, on est prêt en tout cas à développer des solutions qui sont soit des solutions de transition, soit des solutions véritablement décarbonées. Solutions de transition, vous les connaissez. J'étais à Cherbourg la semaine dernière donc, pour l'inauguration d'un nouveau navire au GNL. Typiquement, on est sur le gaz naturel liquéfié, on est sur donc, de la propulsion hybride, donc, par exemple du diesel électrique. Voilà, donc on est sur des solutions de ce type-là. Mais après, donc, on est aussi aujourd'hui capable donc, de financer donc, d'accompagner donc, des navires donc, propulsion hydrogène, des navires donc, propulsion électrique. Sur l'hydrogène d'ailleurs, donc, on a un très beau projet donc, que j'ai lancé là, donc, il y a quelques semaines donc, sur le lycée maritime de Bastia, qui est un navire école donc, entièrement propulsé à l'hydrogène, qu'on finance dans le cadre du
plans de relance, et qui est un très beau projet parce qu'il anticipe. Donc finalement, on est vraiment au tout début de l'histoire sur l'hydrogène, donc des projets futurs, donc sur les navires de pêche en l'occurrence. Donc l'innovation, c'est un projet très transversal, comme la planification, où la direction générale a vraiment toute la légitimité, puisque nous connaissons les activités, nous connaissons les acteurs, nous connaissons les enjeux, nous connaissons le terrain, nous avons en plus l'appui des services déconcentrés, et on est capable de faire ce lien que d'autres ne peuvent pas faire, donc entre ces différentes briques, ces différentes composantes, ces différents enjeux. Et en face de nous, on réunit, encore une fois, l'ensemble des acteurs, et donc tout horizon confondu. Et je n'oublie pas également à la fois donc, les ONG, les associations et les élus, puisque au Conseil national de la mer, on a aussi beaucoup donc, les élus de terrain. Donc l'innovation, et puis derrière, la recherche. Donc, on travaille beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, avec la Direction générale de la recherche, le ministère de la Recherche, sur les sujets de capacité à utiliser les données, notamment donc, pour construire les politiques de demain. Et là, il y a un projet dont je suis d'ailleurs le délégué France, donc, qui est un projet que je trouve magnifique et très emblématique, qui est le projet Mercator de jumeaux numériques des océans, qui est un projet qu'on accompagne. D'ailleurs, on était la semaine dernière à Madrid sur le projet, puisqu'on réunit un pool de partenaires européens pour porter avec nous ce projet de jumeaux numériques des océans, c'est-à-dire la capacité finalement à projeter une image donc, de l'océan en accumulant, donc, en utilisant l'ensemble des données disponibles pour justement montrer ces différentes interactions entre eux, donc, à la fois les données géomorphologiques, les données d'activité, les données biodiversité environnementale, donc, et arriver donc, à modéliser ce que sera l'océan de demain, ce que sera son évolution, et comment nous, on peut se positionner donc, pour organiser le développement durable des activités maritimes dont je vous parlais tout à l'heure. Le troisième enjeu dont je voulais parler, c'est celui du rayonnement international européen. La politique maritime, c'est d'abord une affaire européenne et internationale. Les enjeux maritimes aujourd'hui, que ce soit sur la pêche, l'aquaculture, le transport maritime, le portuaire, et finalement l'essentiel de nos compétences, ce sont des enjeux qui se décident donc, au niveau international. Et c'est normal, comme sur l'aérien, nous avons des espaces qui sont des espaces soumis au droit international, c'est la Convention de Montego Bay, mais aussi assez largement régis par des organisations internationales. Alors, vous les connaissez, donc, en tout cas un certain nombre d'entre elles, l'Organisation maritime internationale sur tout ce qui est navigation, transport maritime, où la France est très présente. Donc, vous avez devant l'Union européenne, la pêche par exemple est une politique exclusive de l'Union européenne, donc cette politique elle se décide à Bruxelles. Et puis vous avez donc, tout un réseau d'organisations régionales. C'est particulièrement le cas sur la pêche, ce qu'on appelle les organisations régionales de gestion des pêches. Moi, j'ai des chargés de mission qui s'occupent à peu près d'une quinzaine, 16 au total, organisations régionales de gestion des pêches. Grâce à nos outre-mer, vous le savez, on est présent sur tous les océans du globe. Donc en réalité, j'ai un bureau des affaires internationales sur lequel on dit, donc là on paraphrase un peu une citation bien connue, donc le soleil ne se couche jamais, et entre le Pacifique, l'Atlantique, les terres australes, donc l'Arctique, nous avons en permanence des gens qui, donc des équipes qui suivent donc les enjeux maritimes au niveau international, donc à la fois donc dans la coopération régionale et dans la coopération mondiale. Et puis je n'oublie pas donc l'Organisation internationale du travail, puisque nous avons aussi cette lourde tâche de suivre donc tout ce qui est lié au droit social des marins donc auprès de l'OIT. Nous avons l'Organisation mondiale du commerce donc qui s'intéresse beaucoup aux subventions maritimes, notamment aux subventions à la pêche en ce moment. Nous avons également donc la FAO à Rome donc sur toutes les problématiques de souveraineté alimentaire. Vous voyez, donc au fond, on a tout un réseau d'organisations internationales qui est lié à la nature intrinsèque de notre espace, qui est un espace évidemment ouvert, qui est un espace qui à la fois est un espace de souveraineté, mais qui surtout est un espace de lien. J'aime bien citer Brodel. Donc, au fond, la mer est toujours perçue, donc, comme la rivière d'ailleurs, comme une frontière. Il y a toujours ce mythe des frontières naturelles, mais en réalité, donc, la mer n'est pas une frontière, donc c'est un lien. Et pour nous, en tout cas, donc, dans le maritime, dans la façon dont on le conçoit, c'est avant tout un lien. Et c'est bien ce lien entre les espaces, ce lien entre les territoires, ce lien entre les thématiques, donc on en organise. Donc la dimension internationale, elle est fondamentale. On l'a renforcée, on l'a structurée, on l'a consolidée, en essayant aussi de jouer au maximum donc, la carte, et ça c'est je pense un élément important, donc la carte de la présence française donc, dans les organisations internationales, dans le multilatéral. Donc on a effectivement aussi beaucoup de bilatéral, mais je dirais que c'est vraiment dans le multilatéral qu'on a voulu se focaliser. Je prends un exemple qui est l'Organisation maritime internationale. Quand on a commencé à s'intéresser à l'Organisation maritime internationale, c'est vrai que au fond, vous regardez aujourd'hui donc le transport maritime
français. Les droits de vote auprès de l'OMI sont conditionnés à l'importance de la flotte de chaque État. C'est la tradition dans cette organisation. C'est d'ailleurs un peu le même principe à l'OACI. Et au fond, la France, c'est pas forcément l'État qui est naturellement le plus influent à l'Organisation maritime internationale, puisqu'on n'a pas des flottes qui sont aussi importantes que d'autres États dits de libre immatriculation, comme je dirais le Panama ou d'autres États que vous connaissez bien. Mais on y a développé une action d'influence très forte en étant pionnier sur un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets de transformation et de transition écologique et énergétique. Et aujourd'hui, la feuille de route OMI sur la décarbonation, aujourd'hui les objectifs à la fois de protection de la Méditerranée ou de protection des mers régionales, c'est vraiment la France qui les porte et qui est très active. On a là au Conseil de décembre, grâce à l'action qu'on mène à Londres, et on a toute une équipe qui est vraiment projetée à Londres et qui mène ce travail-là, avec la représentation permanente auprès de l'OMI. Grâce à ça, on a pu obtenir la création en Méditerranée d'une zone de limitation des émissions de soufre, ce qu'on appelle une zone CECA dans le jargon. On a pu aussi engager le classement de la Méditerranée occidentale en zone maritime particulièrement vulnérable, qui permet ensuite d'introduire des limitations à la navigation et au transport maritime, de façon justement à mieux protéger à la fois la biodiversité, les espèces et à organiser le trafic. Limitation des émissions et limitation aussi des pollutions et contrôle du trafic, ça fait partie vraiment des enjeux qu'on porte au niveau international, et la France est vraiment motrice. Et je suis allé voir le secrétaire général de l'OMI, c'était il y a maintenant 3 mois, et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit mais bravo, parce que la France finalement depuis à peu près 1 an et demi joue le rôle que moi, secrétaire général de l'OMI, souhaitais qu'elle joue, c'est vraiment un rôle fédérateur et d'accélération de la transformation. Mais ça suppose qu'on ne soit pas seul. Et l'international, et je le dis souvent, c'est notre capacité au fond à fédérer des coalitions d'États. Dans les sujets qu'on porte, on a, vous le savez, parce que je pense que ça a été discuté déjà ici dans les Mardis de la mer, on a, au-delà des questions de transition, on a des sujets de lutte contre le dumping social. On a des enjeux très forts aujourd'hui sur certaines de nos frontières, à la fois avec le Royaume-Uni, mais aussi au sein même de l'Union européenne. On a des enjeux de commerce et de transport qui sont faits dans des conditions différentes sur le plan social, sur le plan des normes sociales, sur le plan des conditions du travail. La France porte un discours très fort, à la fois au niveau européen, au niveau aussi de l'Organisation internationale du travail sur ce sujet-là. Et il est clair que là-dessus, pour gagner, pour avancer, on a besoin à chaque fois de se faire des coalitions, de constituer autour de nous des groupes d'alliés. C'est ce qu'on fait. Et là aussi, ça demande d'entretenir des relations fortes. Moi, j'ai des équipes qui évidemment travaillent beaucoup sur les relations d'État à État, mais également et le ministre s'y est beaucoup engagé dernièrement, de le faire aussi au niveau politique, au niveau des ministres, et d'engager avec lui, par exemple, sur la lutte contre le dumping social, l'Espagne, ou des pays qui sont des pays scandinaves, qu'on attend aussi beaucoup sur ces sujets-là. Mais il faut se méfier aussi des coalitions, parce que vous voyez que si je prends le dumping social, on me dit souvent il y a les pays du Nord et les pays du Sud. Bon, d'accord, vous voyez en effet le pavillon chypriote, qui évidemment n'est pas très favorable à une harmonisation sociale, mais vous vous apercevez que l'Irlande n'est pas non plus favorable à une harmonisation sociale, parce que le pavillon chypriote aujourd'hui, c'est le pavillon qui nous oppose la principale concurrence dans le transmanche, dans le Détroit et dans les relations avec le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, les Irlandais utilisent eux aussi d'ailleurs des pavillons du Sud, notamment des pavillons chypriotes, et ont très peu de marins. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui fait la différence. Et quand vous n'avez pas d'emploi national, vous avez aussi moins d'enjeux à défendre, l'emploi, et vous êtes plus sur des politiques de libre immatriculation ou d'ouverture, et vous êtes peu sensible à la question sociale. Les enjeux, vous voyez, de ces coalitions, c'est de trouver les États qui à un moment donné vont partager vraiment la même philosophie que nous et vont la porter jusqu'au bout avec le même intérêt. Et pendant toute la présidence française, puisqu'on a eu la chance sur le maritime d'avoir 1 an de présidence française, on a eu les 6 mois de présidence française proprement dite, et ensuite on a eu les 6 mois de présidence tchèque. À la fois sur la pêche, sur le transport maritime, sur la formation, on a vraiment porté ces enjeux pour à chaque fois avoir les bonnes coalitions, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais qui peuvent nous permettre ensuite d'obtenir gain de cause dans les organisations internationales. L'autre enjeu dont je voulais vous parler, qui est le 4e, c'est l'attractivité des métiers. Quand je regarde tous les secteurs dont j'ai la charge aujourd'hui, le point commun,
c'est que on ne trouve pas donc, de main-d'œuvre qualifiée, on ne trouve pas donc, suffisamment d'emplois pour fournir nos métiers. Donc on est la plupart du temps, alors il faut s'en féliciter d'ailleurs, hein, sur beaucoup de nos enjeux, donc sur du plein emploi. Donc on a beaucoup de plein d'emploi, donc on a du plein d'emploi d'ailleurs au transport maritime, on a du plein d'emploi à la pêche, on a du plein d'emploi sur nos chantiers. Donc on est dans une situation finalement dont on devrait tous se réjouir collectivement en disant voilà, donc on a des activités finalement où nos jeunes trouvent tout de suite et plutôt à bonne rémunération de l'emploi. Oui, mais ça signifie en réalité derrière qu'on a beaucoup de mal à faire venir des jeunes sur nos métiers aussi. Alors on n'est pas les seuls, hein, mais sur mes lycées maritimes, puisque donc j'ai la charge de la formation maritime, sur l'école nationale supérieure maritime, mais aussi sur les métiers liés au chantier naval, liés à l'industrie, et bien à chaque fois qu'on cherche de la main d'œuvre, à chaque fois qu'on cherche à faire venir des jeunes, on s'aperçoit que finalement cette main d'œuvre soit n'est pas attirée par nos métiers, soit n'y vient pas suffisamment, ou alors qui vient mais s'en va. Et donc là, on a un gros effort à faire sur l'attractivité. Alors, avec des enjeux qui sont un peu différents, évidemment, quand on parle d'attractivité à la pêche, c'est pas tout à fait celle au commerce, mais ça signifie quand même globalement que, premièrement, il faut parler positivement de nos métiers. Parce qu'on a quand même des images qui ne sont pas toujours extrêmement positives. Si je vous dis, est-ce que vous voulez travailler demain à la pêche, évidemment, vous allez me dire, c'est pas un métier d'avenir, c'est un métier où on gagne mal sa vie. Mais je pense que vous pourrez aussi me dire un peu la même chose sur d'autres métiers, alors qu'en réalité, tout ça est faux, évidemment. Les conditions de travail sont, à bord des navires sont quand même différentes de celles qu'on a pu connaître il y a 20 ans, même si le taux d'accidentologie est peut-être légèrement plus élevé que dans votre secteur, mais en réalité, vous avez des conditions de travail qui sont nettement améliorées. Vous avez aussi des rémunérations qui sont plutôt favorables. Si je prends l'exemple de la pêche, la rémunération d'entrée, on est autour de 2300 €, ce qui est quand même un salaire plus que raisonnable. Et ensuite, vous avez aussi des perspectives qui vont très vite, qui sont très intéressantes. Et vous avez en plus sur nos métiers de plus en plus des carrières polyvalentes, c'est-à-dire que vous allez commencer sur des métiers de marin, par exemple, et ensuite vous allez finir sur des métiers au siège, sur des métiers d'assurance, des métiers de courtier, des métiers liés à l'ingénierie ou à la sécurité ou à la certification, et qui sont des métiers finalement qui vont vous permettre de continuer plusieurs carrières derrière les carrières maritimes dites classiques. Donc on a des choses à raconter, on a des choses à dire. Pour faire venir des jeunes, il faut qu'on arrive à sortir de nos viviers traditionnels ou historiques. Pendant trop longtemps, je pense qu'on est resté sur des populations littorales qui étaient acquises au métier de la mer. Donc il faut qu'on aille chercher en Alsace les futurs marins de demain. Il faut qu'on aille chercher des femmes, c'est quand même la moitié de la population. Donc c'est quand même dommage qu'aujourd'hui on en reste sur des populations très masculines. Et donc il faut qu'on arrive à faire venir d'autres profils vers nos métiers si on veut arriver à remplir nos objectifs. Et tout ce que je vous dis sur le développement de l'économie maritime, sur le développement des activités maritimes, et on a des potentiels aujourd'hui extraordinaires sur les énergies marines, sur le commerce. Le transport maritime se développe avec des croissances à 2 chiffres, vous le savez. Tout ça ne servira à rien si derrière je n'ai pas les marins, si je n'ai pas la main-d'œuvre, si je n'ai pas les emplois sédentaires à terre qui feront vivre nos métiers. Et ça, globalement, c'est vraiment aujourd'hui le principal mur auquel on est confronté. Et c'est là-dessus qu'on travaille énormément avec nos établissements, avec la mise en réseau des lycées, avec le travail que l'on fait avec l'éducation nationale pour essayer de trouver les jeunes très tôt, aller les chercher, aller leur donner l'envie de la mer dès le CM2, dès la 6e. J'ai une fille qui actuellement est en 4e, donc moi je suis très heureux qu'en 4e, ça c'est quelque chose qu'on a obtenu il y a maintenant 5 ans, et bien vous avez le maritime au programme de 4e. La dernière fois j'étais en réunion avec sa professeure de géographie qui me disait il y a des choses qu'on ne fera pas cette année, on n'aura pas le temps, et elle me dit notamment le maritime on n'aura pas le temps. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non là madame, voilà, on va se présenter, on va parler un petit peu, mais il y aura du maritime au programme cette année. Mais pour montrer que ce combat-là, il commence très très tôt, et il doit commencer très tôt. Et puis il y a aussi, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y a plein d'autres sujets qu'on doit traiter en matière d'attractivité. Je vais prendre un exemple auquel je pense beaucoup d'entre vous n'auront pas forcément eu l'idée de penser, c'est le lien avec l'accès au logement. Eh bien,
les populations littorales aujourd'hui. Si vous voulez travailler dans un port, si vous voulez travailler sur l'aquaculture, si vous travaillez sur la pêche, il vous faut un logement. Or, je pense que certains d'entre vous ont peut-être une maison sur le littoral, ou en tout cas des familles sur le littoral, et vous verrez bien que quand vous commencez, quand vous êtes jeune, et si vous n'avez pas la chance d'avoir quelqu'un dans votre famille qui habite déjà, c'est quand même très compliqué de trouver un logement sur le littoral. Et donc ça, là aussi, ça fait partie de l'attractivité globale, donc faire venir des gens sur nos métiers, mais aussi leur proposer des solutions qui leur permettent de vivre dignement dans des espaces qui sont aujourd'hui des espaces contraints où le prix du logement s'est complètement envolé. Autre enjeu dont je voulais aussi vous parler, c'est, et je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est notre capacité à accompagner. Moi, je crois beaucoup dans l'évolution du métier de l'administration. L'administration, elle est là, certes pour réglementer. Depuis Colbert, nous sommes une administration régalienne, nous en sommes très fiers, certes, mais aussi pour accompagner les entreprises, les acteurs, les porteurs de projets, les collectivités. Et donc ça a été un enjeu aussi majeur de notre structuration, à la fois au niveau de Concentré et au niveau national, d'être en capacité de porter des projets. Et ça a supposé de travailler d'abord sur les outils. Et moi j'en suis très heureux, mais grâce au combat de nos ministres, on a pu créer un certain nombre d'outils financiers. Je pense notamment au Fonds d'intervention maritime, au FIM. Alors, le FIM, c'est 15 millions d'euros, c'est pas énorme, mais il y a un effet levier, puisque le FIM est très ouvert, il est porté par les services de l'État pour accompagner des projets de territoire. Donc ça nous permet de couvrir l'ensemble de nos sujets et d'avoir un effet levier sur ces sujets dès lors qu'on a des projets qui construisent ou qui contribuent à la décarbonation, à la transition, au développement de l'économie bleue, à certains aussi projets de territoire qui associent les collectivités. Et ça, le Fonds d'intervention maritime a été pour nous depuis 2 ans vraiment un très très joli levier d'action et vraiment de fédération aussi des initiatives dans les territoires. On a aussi construit à travers le plan de relance plusieurs actions. Alors certaines sont passées puisque c'était le plan d'action notamment pêche et aquaculture, mais on a réussi aussi dans le cadre du plan tourisme d'inscrire 2 volets, chacun doté de 30 millions, qui sont très intéressants et qui sont là aussi, je pense, très structurants pour le littoral. L'un, c'est ce qu'on appelle le projet Sentier du littoral, où on rénove l'ensemble de ces itinéraires, parcours sur le littoral, et à travers ça, évidemment, aussi un accès au patrimoine maritime, un accès aussi au port, un accès également aux espaces de plage, aux espaces côtiers. Donc il y a tout un aspect aussi valorisation et portée à connaissance, sensibilisation du public. Donc ça, c'est la partie Sentier du littoral. Et puis une deuxième partie, là aussi dotée de 30 millions, qui est ce qu'on appelle port de plaisance exemplaire, où là on apporte de l'argent là aussi à des projets de territoire, des projets de collectivité, avec un effet de levier pour organiser la transition, l'accueil, l'évolution des espaces portuaires et à favoriser l'évolution de nos ports de plaisance. On a des grands ports maritimes sur le commerce, et puis des ports décentralisés qu'on accompagne par ailleurs avec d'autres outils, mais on s'était aperçu que sur les ports de plaisance, qui sont quand même pour le coup très nombreux, on a à peu près 500 ports de plaisance en France, on n'avait aucun effet, aucune capacité de levier. Certains sont gérés par des petites communes, et on avait besoin justement de pouvoir à chaque fois mettre des sommes qui ne sont pas d'ailleurs colossales, mais qui permettent justement d'engager, qui permettent de nourrir et qui permettent de faciliter. Donc on a développé ces leviers-là, qui sont des leviers vraiment d'action territoriale. Et puis on a nos leviers traditionnels comme le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. On est autorité de gestion de ce fonds structurel européen. D'ailleurs, je veux dire que je m'en suis aperçu avec le fonds d'ajustement Brexit, qu'on a mis en œuvre également. Au fond, on est une des rares directions générales dans le paysage gouvernemental aujourd'hui à avoir une vraie capacité de gestion des fonds, que ce soit des fonds structurels européens ou des fonds d'intervention, et d'avoir cette capacité à accompagner des projets, à les monter aussi, et à les financer. Et quand aujourd'hui d'ailleurs, par exemple le SGPI ou d'autres organismes qui sont interministériels cherchent des directions qui sont capables justement de gérer des fonds, et bien souvent on est 3-4 à faire l'objet un peu de sondage ou de recherche, parce que on a cette capacité interne à faire, et c'est aussi au bénéfice de l'économie maritime et de nos professionnels. Sur la capacité à accompagner les projets, il y a les outils financiers, mais il y a aussi 2 autres aspects qui sont importants. Il y a la simplification. Alors, la simplification, on a la chance d'être à la fois, comme je disais, en charge de l'économie, et
aussi en charge donc, de la réglementation. Donc si on essaie d'être un peu cohérent avec nous-mêmes, ce que l'administration essaye de faire quand même de temps en temps, donc on a donc cette capacité à faire le lien et à apporter, je pense notamment à des réglementations sur la conception et la sécurité du navire, donc apporter des modifications qui nous permettent aussi d'accompagner l'évolution. Quand on fait des carbonations, on en parlait encore ce matin, donc, vous avez en fait des sujets très pratiques. Si vous voulez parler hydrogène, où est-ce que vous stockez l'hydrogène à bord? Donc, dans quelles conditions de stabilité, dans quelles conditions donc, de conception du navire? Et donc ça, c'est nous aussi. Donc il faut que la réglementation, elle évolue en même temps, elle accompagne donc, les entreprises dans les choix technologiques de demain. Et il y a un dernier aspect dans cet accompagnement qui est donner de la visibilité. Ça, c'est vraiment une chose dans laquelle je crois beaucoup. Donner de la visibilité. Alors, l'exemple type, c'est donner de la visibilité sur la pêche. Donc, vous gérez une politique à la pêche, c'est quand même assez incroyable, donc, où vous êtes donc, tous les ans en train de renégocier vos droits, vos possibilités de pêche. Donc en fait, vous êtes dans une activité, alors vous me direz, au fond, donc, les pêcheurs sont un peu comme des chasseurs-cueilleurs, donc vous êtes tous les ans en train donc, de reprendre l'ensemble de vos droits à travailler. Et donc, votre pêcheur, donc, il ne sait jamais si donc, l'an prochain, donc, il va avoir sa ressource, donc, en tout cas l'accès à la ressource nécessaire pour travailler. Et donc donner cette visibilité-là, c'est travailler par exemple sur la pluralité des quotas avec Bruxelles, qui est une initiative que la France porte donc, avec d'autres pays européens. Et c'est essayer de redonner, donc, en tout cas, donc, des projections à 3 ans, 4 ans, donc 5 ans, donc, et pas simplement donc, à l'échelle d'une année. La visibilité, c'est aussi donc, assurer la stabilité des politiques publiques. Alors moi, j'ai un très bel exemple de ça, je trouve que c'est dans ce qu'on porte, et finalement, c'est une politique qu'on a portée dans la durée, donc elle n'est pas simplement la politique de la direction générale aujourd'hui, c'est la politique de promotion du pavillon français. Je vous l'ai dit, le pavillon français partait finalement d'une situation qui était assez dégradée il y a à peu près une quinzaine d'années, et donc les législateurs de l'époque avaient créé ce qu'on appelle le registre international français pour essayer donc, de relancer donc, ce pavillon français. Alors, il y a tout un paquet derrière donc, ce registre international qui petit à petit s'est étoffé, s'est consolidé. Vous avez donc un paquet fiscal donc, avec ce qu'on appelle la taxe au tonnage. Alors si vous voulez qu'on y revienne après, donc, je pourrais vous le réexpliquer. Donc un dispositif de suramortissement qui est lié à la taxe au tonnage qui permet d'investir, donc qui est de sécuriser l'investissement. Donc ça c'est le paquet fiscal. Donc vous avez également donc, un paquet social puisque donc, les cotisations sociales sont donc tout ou partie prises en charge donc, par l'État. Donc là encore une fois c'est mon budget. Alors vous savez qu'on a la particularité au sein de la direction générale de gérer également à travers un opérateur qui est l'établissement public, donc ENIM, l'établissement national des Invalides de la Marine, de gérer le régime social des marins. Donc on a aussi cette richesse extraordinaire de faire donc, à la fois donc, du social, donc, mais du social à la fois de formation, mais également donc, le régime lui-même donc, et la retraite des marins. Et donc le paquet social, c'est donc, être capable donc, de dire si on a une concurrence internationale exacerbée comme celle qu'on connaît, parce que le pavillon est devenu une sorte de marché au niveau international, donc, où donc, chacun donc, essaye de proposer donc, le maximum donc, d'avantages donc, liés au pavillon, eh bien, donc, il faut que, en tout cas, l'Europe et la France soient donc, sur le plan fiscal et sur le plan social, donc sans renier donc, aucune des garanties qui sont celles du droit du travail français, donc en capacité de corriger donc le différentiel de coûts qu'introduit donc la fiscalité d'une part et les cotisations d'autre part. Et donc c'est ce qu'on a fait, donc encore une fois, donc en ne touchant en rien donc le système du droit du travail et donc les conditions de travail à bord, mais donc en proposant donc des solutions qui sont des solutions européennes en réalité, puisque c'est l'Europe qui nous l'autorise, donc sur donc les cotisations sociales, sur donc la fiscalité à bord et sur l'investissement. Et ça, donc, on l'a fait dans la durée. Et donc on l'a consolidé, ou créé d'ailleurs donc, des évolutions donc, de politique publique. Et aujourd'hui, on a un registre international et un pavillon français donc, qui non seulement donc, se porte bien, mais se développe donc, très rapidement. Au point d'ailleurs que même les armateurs parfois viennent me voir en me disant mais on est un peu inquiet donc, parce que ça se développe trop bien et qu'on a un petit peu peur que donc, ça remette en cause donc, l'ensemble du dispositif. Enfin, si je regarde les chiffres donc, entre le début, donc, il y a 15 ans de cette politique donc, et aujourd'hui, on est passé donc, de 230 navires donc, qui étaient déjà un chiffre assez bas et dont on disait que d'ailleurs il allait continuer à baisser donc, ce navire donc, de commerce donc, sous pavillon français. Donc, et aujourd'hui, on vient d'accueillir le 407e. Donc vous voyez, donc, cette politique
non seulement elle porte ses fruits, mais en plus donc, elle continue donc, à porter ses fruits. Et j'ai reçu, là, depuis le début du mois de janvier, 4 armateurs, qui sont des armateurs européens, donc, dont un armateur norvégien bien connu, qui souhaitent donc, mettre donc, 5-10 bateaux de commerce donc, sous pavillon français, parce que donc, on a cette stabilité politique publique. Et donc là, c'est un vrai sujet d'attractivité, donc, que cette capacité donc, à assurer la stabilité dans la durée. D'ailleurs, le problème que ça nous pose, il est lié donc, au point précédent, c'est qu'on n'a pas suffisamment de marins, et que donc là, on a un vrai sujet de plein d'emploi. Donc, c'est que si on continue à mettre des navires sous pavillon français, donc on a vraiment besoin d'y mettre aussi des marins. Voilà. Mais en tout cas, donc, là, il vaut mieux avoir des problèmes de riches que des problèmes donc, de pénurie. Et donc là, je suis quand même beaucoup plus satisfait d'avoir à gérer donc, une situation donc, où on a presque trop de navires par rapport à notre capacité de marins, plutôt que le contraire, donc, qui était le cas de mon anté-prédécesseur il y a une quinzaine d'années. Enfin, donc, si je voudrais, alors il est 44, donc je vais m'arrêter ici, donc terminer par un enjeu, je dirais, le dernier enjeu au fond de l'évolution de cette administration et de son positionnement, c'est notre capacité à nous transformer en interne. Et alors, je sais que dans la salle, on n'a pas forcément donc, cette image donc, de la transformation de l'administration, mais l'administration, elle est aujourd'hui à un tournant sur plein d'aspects. D'abord, on a donc un chantier RH qui est colossal. Donc là, d'ici 5 ans, moi, je vais perdre à peu près 3/4 de mes effectifs. Donc ça signifie que d'ici 5 ans, moi aussi, comme d'ailleurs donc, sur les métiers que je vous ai décrits tout à l'heure, je vais devoir recruter, je vais devoir trouver des experts, je vais devoir trouver de la compétence et je vais devoir les former. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc je ne suis pas certain que l'administration soit toujours donc, hyper attractive, mais ce dont je suis certain, c'est sur certaines de mes compétences, sur des sujets particulièrement emblématiques sur lesquels je souhaite donc, moi me doter de compétences. Je vais notamment parler d'ingénierie, on parlait tout à l'heure de décarbonation, donc de conception, donc de gens très pointus aussi sur les systèmes d'information. Et bien, toutes ces compétences-là, je vais avoir du mal à les recruter, donc je vais avoir du mal donc, à les trouver, parce que ce sont déjà des compétences qui sont très recherchées dans le privé. Moi, en tant que gestionnaire public, donc je n'ai pas forcément donc, les mêmes facilités donc, à jouer sur les rémunérations, et je vois d'ores et déjà que quand je cherche quelqu'un avec des compétences pointues, donc, je ne le trouve pas. Et alors, je ne parle même pas donc, d'autres compétences donc, que je suis aussi amené à utiliser. Je pense dans les subdivisions des phares et balises donc, à des compétences donc, là de nature très opérationnelle. Je pense donc, à la peinture, je pense à la métallurgie, je pense aux électriciens. Donc, j'ai aussi toutes ces compétences-là dans mes services. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, aller chercher un électricien pour les faire venir dans l'administration, donc c'est extrêmement compliqué. Donc je sais que j'ai un mur devant moi qui va être un mur RH donc pour renouveler, consolider donc mon administration. Et puis donc la transformation aussi numérique qu'on a initiée, qui est très forte au sein de la direction générale, on a là aussi une intégration totale des systèmes d'information, c'est qu'on les gère à notre niveau. Donc d'ailleurs, c'est géré à Saint-Malo. Donc j'ai une centaine d'agents à Saint-Malo qui gèrent donc les systèmes d'information donc maritimes. Et bien là, donc leur modernisation, donc leur capacité à les faire évoluer, leur capacité aussi donc à les faire interagir avec l'écosystème, donc avec l'ensemble des acteurs. Ça, c'est vraiment donc aussi une priorité majeure. J'ai besoin de ressources internes pour ça. Et vous savez que c'est pas la mode de faire appel donc à la ressource déléguée, donc ou à des cabinets externes. Donc j'ai besoin de la trouver chez moi et j'ai besoin de la faire venir chez moi. Et donc pour ça, donc là aussi, donc j'ai des portails qu'on est en train de mettre en place qui sont des enjeux magnifiques. Je pense notamment à l'espace numérique du maritime qui intègre l'ensemble des applications à destination du marin, que ce soit donc, sur donc, son métier, que ce soit sur sa retraite, que ce soit donc, sur sa qualification, sur ses formations, sur ses titres. Donc voilà, un portail qui est complètement intégré à l'échelle de la direction générale. Et donc ça, c'est un magnifique projet. Mais ça, ce magnifique projet, donc j'ai l'argent pour le faire. Par contre, je n'ai pas forcément donc, aujourd'hui donc, les compétences en interne pour le mener à son terme. Et donc ça, c'est vraiment un point de préoccupation majeur. Et j'ai un autre sujet donc, qui, dans le chantier interne, donc, est là aussi fondamental et qui, je pense, fait le lien avec au fond, tous les sujets du mardi de la mer, c'est que j'observe aussi sur le terrain, dans mes services déconcentrés et puis dans mon administration, une perte d'expertise, une perte de sens maritime. Et ça, donc, là aussi, il faut que je le retrouve, il faut que je le redonne d'une autre façon. C'est-à-dire que au fond, on est parti d'une situation où on avait une administration maritime très maritime, peut-être trop d'ailleurs, hein, parce que donc on pouvait lui reprocher d'être parfois un peu trop fermée sur elle-même. Et là, donc j'ai beaucoup de mal à retrouver donc des gens qui sont vraiment donc connaisseurs du monde maritime, experts du monde maritime, et
au fond, l'interministérialisation, la transformation de l'administration, la création de services très transversaux a eu aussi comme conséquence que les maritimes d'hier ne sont plus aujourd'hui présents dans les services et que souvent les acteurs viennent me voir en me disant mais on n'arrive pas à être suivi, on n'arrive pas à avoir d'interlocuteurs, on n'arrive pas à avoir nos points d'entrée. Et donc il faut qu'on arrive à les recréer, soit nous, avec des plateformes mutualisées, soit en reformant là aussi des compétences maritimes au sein de nos services déconcentrés. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on a esquissé finalement un certain nombre d'enjeux. À l'échelle de la direction générale, au fond, la principale conclusion que j'en tirerais, c'est qu'on est un petit groupe, une petite équipe de passionnés. Et si on fait ça, si on s'est engagé dans cette structuration, si on s'est engagé dans cette construction, c'est qu'on y croit profondément. Donc on croit, nous tous, profondément dans le développement de l'économie bleue demain, dans le développement de l'économie maritime, dans la prise en compte des enjeux maritimes, dans la montée du fait maritime dans ce pays. Et si on le porte au niveau international, si on le porte au niveau national, si on le porte sur le terrain quand on se déplace, c'est parce que on est vraiment persuadé, et je pense que c'est ça aussi le sens de la création de la direction générale, comme de la recréation du ministère de la Mer, c'est qu'on est persuadé que c'est un sujet d'avenir, que c'est un sujet porteur, et c'est un sujet sur lequel on a encore beaucoup de choses à écrire ensemble, avec un certain nombre d'acteurs présents d'ailleurs ici dans la salle, mais en tout cas vraiment cette conviction-là, elle nous anime au quotidien et de façon extrêmement profonde. Un grand merci, Eric, pour ce vaste panorama, ce superbe panorama de tous les enjeux de ta direction générale. J'ai besoin de 2 étudiants pour prendre les micros et ils auront comme récompense, s'ils le souhaitent, de pouvoir poser les premières questions de la salle. Donc merci, mais c'est sans obligation de poser la première question. Donc merci à 2 d'entre vous de prendre ces micros. En attendant, on a quelques questions ici. Quels sont les critères d'élection des zones de protection fortes ? Alors, les critères de définition des zones de protection fortes, pour l'instant, ne sont pas encore totalement arrêtés. C'est un cadrage qui est en train d'être finalisé, qui est soumis à arbitrage gouvernemental. Et c'est le travail qu'on va demander au préfet coordonnateur de façade. Alors, sans rentrer trop dans le détail, on a un couple de préfets qui portent les mécanismes de planification avec le préfet maritime et le préfet de région, dit de façade, qui est le préfet de région de siège des directions interrégionales de la mer. Donc ce couple de préfets, c'est celui qu'on mandate pour travailler sur la planification, l'identification des espaces, et notamment l'identification des zones de protection forte demain. Donc là, le cadrage national est en cours, mais le travail qu'on a confié au préfet est déjà en train de se faire. Et d'ailleurs, les ministres vont signer demain la lettre de mission à destination des préfets pour que ce travail se fasse correctement. Merci. Vous avez une première question ici ? Allez-y. Non, le micro est branché. Allez-y. Oui, bonsoir monsieur. Je m'appelle Grégoire Marinqui, je suis en licence Histoire-Géographie et je fais notamment de l'histoire maritime. Et vous avez fait référence au manque de personnel maritime que connaissait votre administration. Est-ce que votre politique maritime prévoit l'intégration future de commandants de la marine marchande, de marins pêcheurs de métier pour pouvoir améliorer la visibilité sur la politique maritime à aborder? Alors oui, vous avez parfaitement raison, c'est un des aspects. Alors l'administration maritime a toujours été ouverte dans son recrutement à des gens qui ont un profil soit pêche, soit marine marchande. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours cherché à maintenir. Alors les concours de la fonction publique ne s'y prêtent pas toujours facilement, mais c'est quand même une possibilité qui existe et qui existe encore aujourd'hui et qu'on favorise. Alors la difficulté, et c'est celle que je vous donnais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes capitaine, par exemple, sur un navire marchand, vous n'avez aucun intérêt de venir dans l'administration.
Parce que premièrement, vous êtes en plein emploi, donc tout le monde vous s'arrache, donc les officiers de marine marchande. Deuxièmement, puisque tout le monde s'arrache, donc les officiers de marine marchande, ce qui se passe, et d'ailleurs ce que les armateurs me disent donc de plus en plus, c'est qu'il y a aussi une concurrence qui se met en place et donc une sorte d'émulation sur le salaire à la hausse. Donc forcément, donc l'administration qui propose donc des grilles de salaire qui ne bougent pas, vous savez, donc on ne fait pas de surenchère donc sur des recrutements, fait qu'aujourd'hui, sauf à vraiment avoir donc très envie de travailler donc dans l'administration, et il y en a encore, et heureusement, mais la plupart donc restent dans le privé donc, et font aussi des carrières dans le privé qui sont particulièrement bien rémunérées. Donc le sujet, c'est pas vraiment de vouloir les faire venir, donc, et nous on veut qu'ils viennent. Donc le sujet, c'est d'être en capacité de les attirer. Alors dans l'administration, on les attire plutôt par des projets, par de la conviction, par de l'envie, donc pas par de l'argent. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une denrée rare. Donc, et si vous voulez faire un métier de la mer, donc, et que vous allez par exemple à l'École nationale supérieure maritime, vous n'aurez aucun problème à trouver un emploi. Merci beaucoup, monsieur. Merci Eric. D'autres questions dans la salle? Sinon, on a quelques questions sur la pêche. Concernant les droits de pêche dans les îles anglo-normales, où en est-on? Ou pourquoi autoriser la débarque de pêche anglaise dans les ports bretons et normands? Alors, on est sorti de 2 ans de négociations extrêmement compliquées avec le Royaume-Uni. Alors le Brexit, on ne l'a pas choisi, malheureusement, mais on l'a quand même bien subi. D'ailleurs, j'accueille les Britanniques jeudi au Salon de l'Agriculture, donc j'aurai l'occasion d'en reparler avec eux. La négociation sur les licences, elle se termine aujourd'hui avec 96% de licences obtenues par rapport donc, à notre objectif de départ, donc, qu'on avait fixé ensemble à la fois sur Jersey, Guernesey donc, et sur l'accès aux 6-12 000 du Royaume-Uni. Donc 96%, c'est un résultat donc, qui a été obtenu en 2 ans. Hein. C'est-à-dire qu'on est parti quand même de très très loin, avec des rodomontades, avec des hauts et des bas, avec des sujets extrêmement politiques, où le Royaume-Uni a très vite compris que la pêche était un levier dans d'autres négociations. Puisque nous, on était dépendants. Là, on a d'ailleurs le même sujet aujourd'hui avec la Norvège, pour tout vous dire. Donc on est dépendant sur les sujets de pêche de l'accès aux eaux de ces pays. Donc ces pays, finalement, donc eux n'ont quasiment rien à obtenir. Alors, on a parlé de l'accès des produits de la mer, etc., mais en fait, ils s'en moquent assez largement. Donc ces pays, au fond, n'ont quasiment rien à obtenir de nous sur le sujet de pêche. Donc si vous êtes uniquement sur une négociation de pêche, vous êtes nécessairement dans un rapport de force qui est défavorable. Donc si vous voulez retrouver un rapport de force qui est favorable, donc, il faut jouer d'autres leviers. La politique énergétique, donc la politique commerciale, d'autres types de politiques, donc la politique financière, notamment avec le Royaume-Uni. Donc c'est notre capacité, et les Européens, au départ, n'étaient pas forcément très forts pour ça, à faire le lien entre de différentes politiques sectorielles. La Commission européenne, elle porte la politique de pêche, donc, mais quand je vais voir le commissaire donc, en charge donc, des questions de pêche, en réalité, donc, finalement, il parle très peu à ses autres collègues. Il est peu en capacité d'intégrer donc, ces autres sujets. Et donc il a fallu, donc, avec la Commission, donc, être en capacité de monter un cran plus haut pour justement intégrer donc, les différents leviers et avoir vraiment donc, une position très forte donc, vis-à-vis des Britanniques. Et vis-à-vis de la Norvège aujourd'hui, on est dans la même situation. La Norvège ne respecte aucun des accords post-Brexit. Et si on veut arriver à quelque chose aujourd'hui donc, avec la Norvège, donc, il faut qu'on utilise d'autres moyens de pression, donc, notamment la politique commerciale, donc la politique d'accès donc, au marché européen. Et c'est un peu triste à dire, hein, mais au fond, la sortie du Royaume-Uni à libérer en quelque sorte donc d'autres pays, comme la Norvège, mais aussi, je pense aux Féroé, donc de leurs scrupules initiaux. C'est-à-dire que, au fond, l'idéal communautaire, l'idéal européen, c'était notre capacité à se réunir, donc un peu comme dans un conclave, et à trouver des solutions de compromis qui s'imposaient à tous. Tout ça, c'est tombé, et on est passé d'une sorte d'idéal européen, donc très consensuel, donc d'idéal du compromis, à une situation où aujourd'hui, on est dans de la réelle politique, dans du rapport de force. Et donc les États donc, en face de nous n'ont absolument plus aucun scrupule donc, pour aller jusqu'au bout de ce rapport de force. Et donc c'est à nous de nous doter, nous aussi, des moyens donc, de faire monter la pression sur eux et de montrer toute la force du marché européen, parce qu'on a quand même donc, cette capacité au niveau européen à être fort. Je vous demande encore 2 minutes de patience. On terminera à l'heure. On va prendre une dernière question. Et puis, je conclurai comme à l'habitude, en vous rappelant d'ailleurs notre mardi de la mer suivant, qui est dans 15 jours, le potentiel des algues face à l'avenir. Mais on prend la question de l'amiral et puis je conclus. Oui, je voudrais vous demander que
Sous la pression de fondations et d'ONG américaines, on assiste à une tendance à la privatisation des problématiques maritimes. Alors, est-ce que cela vous crée des problèmes de gouvernance? Alors, c'est un peu politique, bien sûr, mais... Est-ce que vous avez un exemple précis, hein? Oui, l'achat de l'île de Nauru, de l'île de Palau par la Pew Foundation. Alors, est-ce que ça nous pose des difficultés, nous, au niveau français? Non, parce que notre position est très claire et parce qu'on est en capacité aussi de faire face donc, à des instruments financiers, même énormes donc, au niveau international. Est-ce que ça introduit donc, des biais politiques? Certainement. Mais quand je vois aussi la négociation internationale en cours, notamment sur la haute mer, hein, ce qu'on appelle BBNJ, eh bien, je vois quand même que les États donc, sont d'accord sur les grandes lignes essentielles. Et en tout cas, la privatisation que vous évoquez n'est certainement pas donc, à l'ordre du jour, ou en tout cas, elle n'est pas favorisée par un grand nombre d'États, ou un nombre suffisant d'États pour changer la donne internationale. Donc certes, il y a des États qui se positionnent sur ces sujets, il y a aussi des États qui se positionnent donc, mais on l'a vu historiquement sur le transport maritime, sur des pratiques, comme je disais, donc, de normes donc, environnementales ou sociales extrêmement basses, donc, voire qui ont complètement délégué donc, leur gestion politique donc, à des acteurs privés, parce qu'il y a ça aussi. Donc, moi j'ai quelques interlocuteurs donc, dans des États dits de complaisance, donc, où en fait vous n'avez pas d'État, vous avez une administration qui en réalité est une société privée. Donc ça existe, mais c'est pas ça qui mène le jeu au niveau international aujourd'hui. Et je peux vous dire que nous, on est très attentifs donc, à conserver ce leadership des États responsables, donc, et des États qui ont une idée aussi donc, de la politique de demain et donc de cette capacité de prospective dont je vous parlais. Donc c'est un fait, mais c'est un peu comme les ONG donc, que je reçois. Vous avez des ONG qui aujourd'hui sont des ONG avec qui on peut travailler, donc avec qui on peut construire un discours. Et vous avez des fondations qui sont extrêmement impliquées, avec qui donc, on en fait un travail remarquable. Et puis vous avez aussi, donc, mais comme dans tout débat, donc, des gens qui ont des positions extrêmes, des gens qui ont des positions donc, qui sont parfois donc, absolument pas ouvertes au débat donc, ou à la capacité donc, de discuter. Et là, nous États, donc, il nous appartient aussi de poser des limites et de dire donc, on défend donc, à la fois l'intérêt général, donc, on défend donc, un développement durable, mais on défend aussi donc, les activités économiques. Et donc c'est cet équilibre-là donc, dont on est garant. Donc, et on ne tombe pas donc, dans les excès donc, de langage, dans les discours radicaux, donc, dans les facilités, donc, qui sont parfois donc, évidemment plus faciles donc, à comprendre pour le grand public. Donc, mais je crois beaucoup qu'avec de la pédagogie, avec de l'explication sur tous nos sujets, y compris sur des sujets qui sont polémiques comme la pêche, on arrive donc, quand même à entraîner avec nous un maximum de gens donc, et à construire donc, des politiques durables. Voilà, nous allons terminer à l'heure, donc on va s'en tenir là pour les questions, mais certains pourront peut-être poser des questions plus directes à Eric. Je voudrais le remercier vraiment de nous avoir montré comment la transversalité qui a été permise par la mise en place de cette direction générale permet d'avancer sur tous les grands enjeux qu'il nous a illustrés, tous ces grands enjeux de cette direction générale sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Merci Eric.